et du génie a failli être rasée dans les années 1960. Située passage Danzig, aux confins du 15e arrondissement, La Ruche est une cité d'artistes vraiment à part. Sa création est due non à un promoteur immobilier, mais à un artiste, Alfred Boucher. Sculpteur mondain plus riche que Rodin, mais brave homme devant l'éternel. Il décide de construire une sorte de phalanstère dédiée aux artistes nécessiteux. Pour ce faire, il acquiert l'ancien pavillon des vins construit par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de 1900. C'est dans ce bâtiment de forme octogonale, qui lui donne l'air d'une ruche, qu'Alfred Boucher crée des ateliers au confort très rudimentaire. C'est un bâtiment circulaire avec un escalier au centre et chaque atelier est une tranche de gâteau en somme, avec une petite porte qui donne sur l'escalier central où il y avait l'eau. Parce qu'ensuite, dans l'atelier, on n'avait pas l'eau à notre époque. On n'avait d'ailleurs pas non plus l'électricité. C'était vraiment très loin d'être le luxe, hein. Très très loin même. Il y avait les toilettes à la turque en bas pour 50 personnes, quoi. Ça compte, vous savez, dans une vie quand même, hein. Inaugurée en 1902, La Ruche devient très vite une sorte de tour de Babel, qui accueille les artistes attirés par les loyers dérisoires. La Ruche a eu un rôle alors énorme parce que c'est là que sont arrivés, qu'ont été accueillis tous les peintres complètement démunis qui arrivaient d'Europe de l'Est et qui ne savaient pas où aller et qui se sont installés là et puis qui se sont accueillis les uns les autres, qui se sont agglutinés. Ça a fait vraiment une colonie de peintres étrangers à Paris. Il y a eu des gars comme Chagall, Soutine, Modigliani, Blaise Cendrars, le poète, y allait, Zadkine, le sculpteur, etc., etc., quoi. Ils étaient dans une telle misère qu'ils ne cherchaient pas des ateliers avec 6 mètres de haut, comme on faisait à la fin du 19e, avec 6 mètres de haut et la lumière au nord, quoi. Vraiment, c'était sauf qui peut, quoi. Vous voyez, Soutine est vécu là, c'est sûr, parce qu'il y a des tableaux signés de La Ruche et tout, mais ils passaient d'un atelier à l'autre, ils dormaient n'importe où. Ils ont bouffé des chats, hein, ils racontent, il y avait plus de... Là, la Ruche pullule de chats très gros. Actuellement, à cette époque-là, j'aurais dû se casser parce qu'ils ont mangé des chats. C'était une misère terrible. Le jardin donne toutefois un peu de douceur à cette misère. Le sculpteur Zadkine se souvint longtemps du parfum des acacias au printemps et des bosquets d'acanthes en fleurs. Sentinelle disparate, tout un petit peuple de sculptures veille sur les lacis de ces allées ombragées. Pour les visiteurs extérieurs de La Ruche, cela participait au charme bohème des lieux. Une misère glorieuse que ne revendiquent pas les jeunes artistes de La Ruche, comme la peintre d'origine grecque Anna Foka. Est-ce qu'on peut mettre une œuvre horizontale ou plutôt non? Je pense que l'importance de l'existence d'un atelier est partout pareil, ouais, effectivement. Même en Grèce, c'est pas que ça fait chic, c'est que c'est vraiment important d'avoir un lieu grand, vide, lumineux, où on puisse montrer les œuvres. Certes, ça fait plus artiste officiel de venir à La Ruche, d'inviter quelqu'un à La Ruche, parce qu'on sait tout de suite que c'est une cité d'artistes. Mais après tout, les œuvres sont plus ou moins les mêmes et de même qualité ou de manque de qualité, je ne sais pas, qu'auparavant, là où j'étais avant, dans le petit appartement où je travaillais. Donc je pense que le visiteur aussi doit faire l'effort d'ouvrir ses yeux et de faire abstraction du reste. Oui, bien sûr. Plus que le mythe de La Ruche, ce qui importe aujourd'hui, c'est de garder ce cocktail de personnalité et cette qualité d'âme qui fut à l'origine du lieu. On a conservé le côté cosmopolite, par exemple, puisque une des caractéristiques de La Ruche, c'était surtout au départ d'avoir accueilli tous ces artistes juifs qui fuyaient les pogroms. Et actuellement, on est 55, je crois, artistes. Il y a 14 nationalités différentes quand même. Vous voyez, donc dire qu'il y a une permanence de cette idée un peu internationale de La Ruche, quand même. Le sculpteur et caricaturiste Philippe Mouget, jeune venu à La Ruche, ressent encore cette ambiance qui, depuis plus d'un siècle, semble perdurer. C'est quasiment comme un village gaulois, quoi. Je pense, ouais. Déjà, c'est à cause de l'enceinte, c'est un lieu clos. Donc évidemment, ça fait village, tout le monde se connaît, et puis tout le monde connaît un petit peu les us et coutumes de chacun, quoi, à vrai dire. Mais c'est pas gênant. On joue à la pétanque dans le jardin, on voit les matchs de foot ensemble à la télé, vous voyez, je veux dire, il y a une vie commune et puis des échanges sur notre travail un peu.
un peu. De temps en temps, quand on s'arrête de bosser et qu'on va dans un atelier, ça nous fait du bien. Dans l'atelier d'un voisin, par exemple. Ça nous apaise parce que on voit que l'autre a travaillé. Donc ça nous rassure quelque part. On n'est pas jaloux, au contraire, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, on peut se ressourcer à travers le travail d'un voisin. Donc la proximité d'autres artistes, c'est intéressant pour ça, à mon avis. À la même époque que se construit la Ruche, un autre quartier de Paris va accueillir des colonies d'artistes en quête de gloire. Entre 1860 et 1913, plus de 500 rebelles à l'art académique se succèdent à Montmartre. La Butte remporte alors tout leur suffrage. Les loyers y sont peu chers et l'ambiance villageoise un peu frondeuse plaît aux artistes. Ils se retrouvent le soir dans les estaminets, comme le Lapin Agile, le plus vieux cabaret de Montmartre. La nuit, les artistes descendent à Pigalle pour faire la bringue chez Bruant, au Chat Noir. Ou encore au Moulin Rouge, hanté par le souvenir de Toulouse-Lautrec. Certains ramènent une fille choisie sur la foire aux modèles, place Pigalle, pour la croquer dans leurs ateliers au petit matin. Les peintres de Montmartre s'installent d'abord dans le Maquis, une sorte de bidonville qui s'étend derrière le moulin de la Galette. Ils s'intègrent au petit peuple des chiffonniers, des truands et des ferrailleurs. Renoir préfère s'installer rue Cortot, sur des hauteurs plus stables. Ce pavillon du 12 rue Cortot est aussitôt devenu un centre de réunion de peintres. Donc c'est devenu un endroit extrêmement symbolique de l'installation des peintres à Montmartre, au point qu'après c'est devenu le musée de Montmartre. C'est en 1904 que Picasso s'installe dans le fameux bateau Lavoir, place Émile Goudot. Cette étrange baraque, ancienne fabrique de pianos, avait été transformée en atelier pour loger les artistes du maquis de Montmartre. Berceau du fauvisme et du cubisme, ce labyrinthe de coursives bâti à flanc de coteau a accueilli de nombreux artistes, comme le peintre Lourenço. Son atelier est l'un des derniers de l'ancien bateau Lavoir. Témoin privilégié de cette vie bohème et romantique, sa femme nous décrit avec émotion l'ambiance qui régnait dans cette arche de Noé artistique. Ça sentait bon. Il y avait des odeurs de vernis, vous savez, comme il n'y avait que des peintres là-dedans. Et ça sentait les vernis, vous savez, vernis qui étaient bien ancrés dans les planchers, tous les vernis on sentait une odeur épatante. Et l'odeur du bateau Lavoir, c'était une odeur spéciale. Et mes enfants qui ont maintenant 50 ans, elles jouaient là-dedans, elles se souviennent encore, Vous savez qu'on a un souvenir des odeurs, hein, et elles se souviennent encore de l'odeur du bateau Lavoir. Alors c'était extraordinaire. Le bois, les vernis, les peintures. Parce que les peintures à l'huile, tout ça, il y avait une essence de térébenthine. C'était un endroit qui était à la fois assez misérable, mais drôle, où les gens vivaient pauvrement, mais sans se poser beaucoup de questions, et où la vie était relativement facile, même dans un état de très grande pauvreté. Souvent, on tirait des tiroirs pour savoir s'il restait de la monnaie pour payer le pain. L'épicier, on souvent payé à crédit. Mais on y arrivait. Moi, ça, c'est vrai, le tiroir du buffet, là, on cherchait partout. À droite, c'était les impayés. Non, on ne peut pas dire que ce soit facile. Misère bleue et vie en rose, Picasso va contribuer à la légende du bateau Lavoir, avec Braque, Mac Jacob et Van Dongen. Hanté par la figure du maître, le tout jeune Lourenço fréquente très tôt les artistes de Montmartre. C'est le peintre Poulbeau qui lui met le pied à l'étrier. Et un jour, Poulbeau, il a pris des enfants de la rue Le Pic, dont mon mari faisait partie, et ils sont allés dessiner sur la rue des Saules. Il a eu le premier prix, décerné par Poulbeau en 1931. Et il a eu droit à un prix, alors il avait des galoches à la mairie, etc. Enfin, c'était vraiment byzantin, c'était la royale. Peintre figuratif, Lourenço fait poser des modèles dans son atelier, ce qui suscite parfois la jalousie de son épouse, mais celle-ci a mis au point une stratégie. J'avais une méthode, je peux bien la conseiller. Si vous êtes jalouse, hein, cachez-le, mais soyez copine avec les filles. Elles n'oseront pas. Enfin, moi, c'était ma pensée à moi. Hein. Je pense que j'avais raison. La preuve, parce que je l'ai gardé 50 ans. Hein.
Alors ça a marché, c'était bon. Le rêve s'arrête en 1970. Quand, comble d'ironie, par une journée pluvieuse, le bateau Lavoir est victime d'un incendie. Mardi 12 mai 70 à 2h10. Ça, alors, je m'en souviens de toute ma vie. 12 mai 70. Alors, moi, j'ai encore les frissons, vous voyez, pourtant, il y a quand même quelques années. Hein. Et bon, on a appelé les pompiers, ils sont arrivés, ça a brûlé très vite. Très, très vite. Moi, je ne savais pas que mon mari était parti. Je ne savais pas s'il était rentré ou quoi. Hein. Alors, j'étais catastrophée, malade. On s'en est sortis. Hein. Et après, on a continué autre chose. On s'est arrangé différemment. Alors, moi, par amour, je continue, je fais de la peinture. Très bien, j'aimais bien. Je pense qu'il ne faut jamais abandonner quand il y a quelque chose. On n'abandonne pas, on ne baisse pas les bras.